Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Frédéric Gauthier, salut. Salut. Co-éditeur des éditions de la Pastèque avec Martin Brault, un habitué du Festival d'Angoulême. Oui. Alors, toi, t'es venu sans interruption depuis le début des années 2000, en fait? C'est mon 25e festival, mais il y a eu deux interruptions. Une année pour la pandémie, évidemment. Puis je pense qu'il y a eu une année où on n'a pas eu de livre à Angoulême, donc on n'est pas venu parce qu'on a changé de diffuseur. Ouais. Et c'était l'année l'Annus Horribilis, parce qu'on a gagné le prix du public cette année-là avec Paul à Québec, 100 livres en France. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une très bonne relation avec ce festival. OK. Alors, comme tu ouvres beaucoup de portes, on va en enfoncer une à la fois, si tu me permets. Tout d'abord, bon, vous avez gagné des prix Angoulême. D'ailleurs, j'avais oublié de mentionner dans un précédent épisode le prix qu'Isabelle Arsenault avait remporté en 2020, le prix des écoles. Le prix des écoles. Des écoles, oui, c'est ça. Pour... la quête d'Albert. La quête d'Albert, voilà. Bon, vous êtes le premier éditeur québécois à avoir remporté un premier prix à Angoulême avec Paul à Québec. Mm-hmm. Vous êtes le premier éditeur québécois à avoir remporté avec le même auteur un deuxième prix à Angoulême pour Paul à la maison. Oui. J'ai envie de te poser la question, un peu comme Yvon Deschamps, les prix à Angoulême, qu'est-ce que ça donne? Alors, les prix Angoulême, ça donne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à chaque année, on espère que des titres de notre production annuelle vont être dans la sélection officielle. Parce qu'une fois que tu te rends dans la sélection officielle, c'est un peu, tu sais, il y a des chances de gagner des prix quand même. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que nos titres soient dans la sélection officielle. En fait, depuis que ça existe, ce système de 50-40 titres, là, ça fait quand même quelques années que ça fonctionne comme ça. Puis les prix, qu'est-ce que ça donne pour nous en France? Ça donne beaucoup. Ça donne de la visibilité sur le territoire français en librairie, mais ça donne aussi une visibilité médiatique chez nous au Québec. T'sais, si on se remémore le prix de Michel à Angoulême, mais c'est suite à ce prix-là qui est passé à Tout le monde en parle à la Radio-Canada avec Guy Lepage. Puis c'est suite à ça qu'on a dû réimprimer en toute panique à peu près tous les livres de la série. Donc ça a un impact, c'est sûr. Parce que chez nous, comme on le sait, au Québec, on aime ça quand les gens, les créateurs gagnent des prix à l'étranger. Ouais. On voit ce que Cannes fait au cinéma québécois. Bien, Angoulême a un peu ce pouvoir-là en littérature ou en BD au Québec, au niveau des médias. Même si pas tous les prix ont eu le même impact, c'est sûr que les prix des écoles qu'on a gagnés, ça a moins de retour. Mais ça a un impact positif. Moi, je suis très étonné, Fred. Bon, je t'appelle Fred parce que, bon, ça fait même... on se connaît depuis des temps immémoriaux et que aussi, tu es mon éditeur. Bon. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, Fred, c'est l'absence du petit astronaute à Angoulême. Oui. Bien, à travers les 10 dernières années, il y a eu quelques titres comme ça où on avait beaucoup d'attentes. Le petit astronaute en est un, Vogue la valise de Cyrus. Ah ben oui. Je pense qu'il aurait mérité sa place sur la liste. Il y a eu aussi un livre de Violaine Leroy, Dérangé, qui est un livre extraordinaire, très, très, très expérimental. Puis tu sais, c'est très malléable selon c'est qui le jury cette année, c'est qu'est-ce qui est sorti dans l'année. Fait on ne sait jamais, mais on peut se faire des attentes, on a le droit. Sauf que là, après 26 ans d'existence, nos attentes sont un peu plus mesurées. Et pour ne pas dire qu'on n'en a plus. C'est un plaisir. On surveille les courriels du festival à partir du mois d'octobre pour voir s'il n'y a pas des titres qu'on a soumis au jury qui sont choisis. Parce que c'est les éditeurs qui soumettent les titres. Il faut les soumettre, oui. Voilà. On reçoit quelque part au début de l'été la liste des différents jurés, là, parce que chaque prix a un comité séparé, jeunesse et tout ça. Fait qu'il faut envoyer les livres, puis après, c'est advienne que pourra. Tu parlais d'entrée de jeu, bon, ça fait quand même longtemps que vous venez, que la Pastèque est présente au festival. Vous, ce qui est assez novateur, et je me souviens à l'époque à quel point ça avait étonné les gens, c'est que dès la fondation des éditions de la Pastèque, vous avez eu une volonté, vous avez compris, parce que vous étiez d'anciens libraires, qu'un livre
ne pouvait pas que survivre au Québec. Et donc, vous avez eu cette visée de l'international et de faire aussi des acquisitions. Donc, j'imagine que la présence au Festival d'Angoulême tombait sous le sens, vu cette orientation-là. Tout à fait. C'était avant même qu'on ait un seul livre publié. On avait un contrat de diffusion en Europe. Pour nous, c'était vital. On ne voyait pas comment une maison d'édition pouvait survivre au Québec avec le marché de l'époque, avec juste des ventes locales d'une certaine façon. Puis, tu sais, force, c'est les 5-6 premières années, 60 à 70 % de nos revenus venaient de la France. C'est ce qui nous a maintenus à flot, qui nous a permis d'exister à nos débuts. Ouais. Tout ça est maintenant complètement inversé. Puis je dirais qu'après 26 ans d'existence, notre relation avec le marché français est plus de l'ordre de la frustration. C'est du défi encore, même après tant d'années. Donc la tendance est complètement inversée. Mais nous, on est venus à Angoulême avant d'avoir un seul livre. On a rencontré notre diffuseur de l'époque, on a signé un contrat, on avait nos maquettes du premier Spoutnik, puis on avait une idée des premiers titres qu'on voulait faire. Puis dès que le premier titre est sorti chez nous, bien, il était vendu en janvier 99 sur la table de l'association. Le Spoutnik 1 était en vente à Angoulême. Parce qu'il faut le dire, une des particularités des structures éditoriales au Québec, c'est que la grande majorité d'entre elles ont été fondées par des artistes qui voulaient se doter d'un véhicule de diffusion. Or, La Pastèque, c'est deux libraires qui ont une expérience et un rapport tout autre à l'objet du livre et au marché aussi du livre. Mais Martin n'a pas fait des livres, lui aussi? Oui. C'était des petits livres. Des petites plaquettes. Il y avait quand même une certaine ambition d'auteur. Je pense qu'au début, c'était peut-être pour stimuler des projets. Ouais. Puis c'était en lien aussi, à l'époque, là, beaucoup, on était très proche de ce qui se passait en Europe avec l'assaut et tout ça. Puis on était motivés à explorer les expérimentations de l'Oubapo. Okay. Donc c'est un peu ça que Martin voulait aller, parce qu'on a fait un livre avec des timbres, deux livres de timbres. On peut pas dire que c'est quelque chose qui est encore maintenu au catalogue. Voilà. Mais c'était des expérimentations. À travers ces petits livres-là qu'on faisait au début, mais on a appris notre métier d'éditeur aussi, d'une certaine façon. Oui, parce qu'il faut se faire la main. Et c'est sûr que c'est moins conséquent, parce que les deux livres que Martin Brault a fait, c'est des toutes petites plaquettes, à peu près du format de pâte de mouche, ou en tout cas... Oui, c'est un peu ça, le format 4 postales. Oui, voilà. Ouais. Et pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, l'Oubapo, c'est l'ouvroir de la bande dessinée potentielle, qui est un peu à l'image de ce que Queneau avait cofondé avec... donc, cette idée de la littérature expérimentale. Exact. Voilà. C'est fou qu'on parle du livre de Martin, parce que tout le chemin parcouru des éditions de La Pastèque, et à mon humble avis, vous êtes les seuls à avoir fait les choses ainsi, c'est-à-dire de structurer, c'est ça, donc de développer, de structurer, de réfléchir, parce que le but, c'est que la pulsion n'était pas là pour vous doter d'un moteur de diffusion. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Tu sais, Mécanique Générale, qui vous a suivi de quelques années plus tard, a elle aussi permis à un collectif d'auteurs puis à se publier. Puis Pastèque, Mécanique Générale, et ensuite, il y a d'autres structures qui ont suivi. En fait, vous avez initié un mouvement. Parce qu'il faut le dire, hein, quand vous lancez les éditions de La Pastèque, c'est 2-3 ans après la faillite du magazine Crow. Les perspectives pour publier des bandes dessinées au Québec, de la bande dessinée adulte, on s'entend, sont quasi inexistantes. Il y a Jean-Paul Eyde avec Claude Paiement qui vont publier le premier volet, Le naufragé de Memoria. Oui. Mais sinon... Oui, il se passait pas grand-chose. Ouais. Puis, mais tu sais aussi, on le dit en toute humilité avec Martin, c'est que quand on a commencé ça, c'était vraiment... La volonté, c'était de brasser la cage, mais il n'y avait pas de réflexion à très long terme. Ouais. C'est-à-dire, oui, on a structuré le projet de façon hyper professionnelle. On a été allé chercher des contrats de diffusion puis distribution avant même de faire des livres, parce qu'on avait un réflexe de libraire. On savait que c'était ça la clé, d'une certaine façon, pour que commercialement, une structure puisse vivre. Mais on ne pensait pas faire plus que peut-être 2-3 titres par année, ce qui était le cas dans les 5-6 premières années. Mais après est arrivé Michel, puis les premiers succès de la série des Pauls. Puis
tranquillement, nous, on s'est professionnalisé comme éditeur. On a appris notre métier, puis on a appris aussi comment mettre en marché au niveau de la presse. Mais tout ça, c'est fait sur une période d'à peu près 10 à 15 ans. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Puis là, aujourd'hui, on est très, très bien solidement ancré. Puis le marché a complètement changé. Je veux dire, c'est ouvert. La BD québécoise, maintenant, elle est commune. Tout le monde en connaît d'une certaine façon. En librairie, c'est usuel. Les libraires, en plus, au Québec, ont pris le pari de défendre notre production nationale, d'une certaine façon, parce que quand tu vas dans une librairie au Québec, ce que tu vois sur un cube, c'est des piles de pastèques, pawpaw et compagnie. Puis tu vas voir les grosses nouveautés européennes, mais en arrière. Tu vas toujours voir nos titres en premier. C'est très juste. Puis ça, tu sais, on est garant de cet écosystème qui est très, très bien tissé. Mais ça s'est développé, ça a pris vraiment plusieurs années. Donc, au Québec, on est très, très bien. C'est en France où ça reste un défi de chaque moment. Alors, pourquoi, à ce moment-là, la pastèque ressent-elle le besoin, 25-26 ans plus tard, de revenir à Angoulême? On revient, c'est-à-dire qu'on est là à chaque année. Puis pour nous, c'est un passage obligé. Je dirais qu'il y a des événements ou des moments dans l'année où on fait plus des choix stratégiques, mais Angoulême, de par son magnétisme, c'est-à-dire que tous les gens de l'industrie sont ici. Tu as les éditeurs étrangers, donc on fait énormément de rencontres de droits, de vente de droits, mais tu as aussi des collègues éditeurs, puis tu as aussi, ce qui est devenu très important pour nous, puis c'est un peu ça, notre nouvel axe de développement en France, c'est tous les libraires. Beaucoup de libraires. Évidemment, on pense aux libraires spécialisés, mais il y a beaucoup de généralistes qui viennent ici. Puis c'est un moment de rencontre incroyable parce que là, je suis en train, cette année, quand je viens ici, je suis en train de placer toute mon année en France. Tu sais, tous mes auteurs, quel festival ils vont aller, quel rendez-vous ils vont avoir dans l'année, commencer déjà à planifier des tournées d'auteurs, mais ça se fait en personne. En France, ils fonctionnent beaucoup comme ça, en présentiel. Et puis, c'est pour aussi... c'est un petit signal qui dit qu'on continue d'exister, qu'on est là. On vient en moins forte importance qu'à une certaine époque. On apporte moins d'auteurs. Puis on s'assure que quand on vient, les auteurs qui sont là, leur passage en France, en Angoulême, est réfléchi au niveau commercial. C'est-à-dire que je ne vais pas faire venir un auteur juste pour qu'il signe 3-4 livres sur le stand. Je prévois une tournée en amont. Après, il y a un développement médiatique qui est fait. Depuis quelques années, on essaie d'être plus stratégique. Fait qu'on va faire moins venir des groupes. Puis moi, même avant, on était avec Martin souvent ou avec Elisabeth ou une petite équipe. Mais là, on est en format réduit. On essaie de contrôler plus nos dépenses puis que les investissements de temps et d'argent soient plus stratégiques au niveau commercial. C'est un peu ça notre nouvelle façon d'approcher le marché français. Notamment, c'est ce qui explique que le lendemain de la fin du festival, tu seras sur Paris, à la librairie Super Héros, là, juste en face du Centre Pompidou, pour un lancement, donc le lancement de l'album Le Prince des oiseaux de haut vol de Philippe Girard, donc séance de dédicace et présence vraiment dans une librairie toute petite, certes, mais très courue, une belle librairie. Donc, c'est ça, c'est l'idée de profiter du passage pour maximiser. Tout à fait. Puisqu'en fait, l'enjeu présentement avec le marché français qui est en surproduction, mais ça, on le dit depuis ça fait longtemps, une douzaine d'années à peu près, mais on sent que c'est très, très, très fragile. Mais l'enjeu, tout se passe en librairie. C'est-à-dire, on n'a pas avoir toute la plus belle visibilité dans un festival, des expos, puis tout ça, mais le quotidien là, d'un éditeur diffusé en France, c'est combien il vend de copies à chaque semaine dans toutes les librairies de France. Puis présentement, les offices sont réduits, les commandes initiales là, des libraires beaucoup réduit. Puis si vous regardez les statistiques qui sont sorties là, dans Livre Hebdo dernièrement, les tirages moyens en BD ont réduit vraiment énormément. Là, c'est rendu entre 2 à 3 000 tirages moyens. Puis là-dedans, les ventes, il y en a très peu qui vont dépasser 500 copies. Et c'est complètement fou de t'entendre parler de ces chiffres-là, parce que on pourrait penser que ce sont les chiffres du Québec. À une certaine époque, je me souviens, là, les débuts de Pawpaw, avec un Sviane au catalogue, à 1000 exemplaires, on sabrait le champagne, là. C'était l'euphorie. Mais que ces chiffres-là, aujourd'hui, ça correspond à un problème. Mais Frédéric, ces chiffres-là, ça correspond à une bande d'essai comme pour adultes, un petit peu comme dans le Nouveau Monde, ou ça s'applique aussi
aux plus grosses maisons d'édition? C'est Comme pour les tout le séries, monde. tout ça, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Oui. Évidemment, c'est des généralités. Là. Ouais, c'est ouais. des moyennes. Il y a les gros titres. Il y en a qui continuent de Les caracoler gros en titres, tête. c'est des exceptions à la règle, dans le fond. Tout à fait. Mais si vous regardez la liste des 100 meilleures ventes annuelles de BD là, depuis 3-4 ans, mais là-dessus, tu en as 90, c'est des mangas. Ça fait que c'est des titres de série là, qui perdurent. Tu as l'Arabe du futur qui est là 2-3 fois. Astérix. Tu as Mortel Adèle, Ah oui, Mortel Adèle, oui. qui est aussi une espèce d'exception. Puis tu as un Astérix ou un Blake et Mortimer. Mais le reste, voilà, c'est un peu... Il y a eu l'exception là, du livre de Christophe Blain sur, sur les l'environnement, réchauffements là. climatiques, qui est une espèce de bulle, là, qui je pense, c'est 900 000 exemplaires vendus en France. Mais sinon, le quotidien là, des éditeurs qu'on croise dans le Nouveau Monde, là où on est, nous, la Pastèque, ça et là, l'association Cornelius, Atrabile, on pourrait toutes les nommer, mais tout le monde, on est dans le même bateau. On est tous à des tirages en 2 et 3 000, puis on se tire la couverte pour essayer d'en vendre 1 000, 1 500. C'est là-dedans qu'on nage. Fait que c'est un marché qui est très, très, très féroce. Sincèrement, là, les perspectives de fin 2024-2025 sont extrêmement sombres en France, pour toutes sortes de raisons. Là, le contexte économique, le contexte politique, l'argent du quotidien là, des familles a réduit, les coûts de production ont augmenté, puis on ne sait pas ce qui va se passer avec le pass culture, l'espèce de culture en France qui a maintenu une forme d'économie, une forme de subvention déguisée à la culture, mais ça a vraiment maintenu une partie du milieu de l'édition à flot pendant les 2-3 dernières années, mais là, c'est remis en question. Fait que nous, on est face à ça constamment. Fait que, tu sais, il faut qu'on réfléchisse vraiment à nos approches puis nos stratégies. C'est pour ça que on n'envoie plus toute notre production en distribution, diffusion en France. On est obligé de faire des choix parce que des fois, même si on envoie un titre puis qui est placé à 150, 200 copies, mais ça nous aura coûté beaucoup plus cher de faire traverser l'océan, être pris en gestion par notre diffuseur. Tu sais, il y a plein de choses que les gens ne se rendent pas compte, mais qu'il y a un livre, quand il est en librairie ici, mais il a passé à travers toute une chaîne, puis cette chaîne-là, elle coûte des sous. Fait que Ça coûte cher d'entretenir la vie d'un livre, hein? Même au Québec, là, entreposer un livre, ça coûte ça l'argent. coûte très cher. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Oui. et donc, si je comprends bien, peut-être qu'une des solutions, justement, pour consolider votre place en Europe, c'est de passer par le réseau des libraires, de travailler... Nous, on se rapproche beaucoup d'initiatives, d'actions qui sont prises au niveau des libraires. Donc, tu sais, notre diffuseur, c'est Média Diffusion, Média Participation. Eux, ils ont créé un truc qui s'appelle le Club des super libraires jeunesse. Puis ça nous aide d'être proche d'un groupe select d'à peu près une centaine de libraires qui ont décidé de s'engager dans notre production jeunesse. Mais ça, c'est le genre d'initiative qui nous parle maintenant. C'est là-dedans qu'on va travailler. On travaille avec le regroupement Page des libraires aussi, qui est un peu le pendant, là, si les gens connaissent la revue Les Libraires au Québec, mais de façon plus importante, évidemment. Il y a des regroupements spécialisés en jeunesse, la revue Citrouille, les libraires sorcières. Et puis en BD, mais c'est plus compliqué parce que les réseaux spécialisés comme Canal BD, ils ont quand même une perspective sur la BD qui est très classique, là, on s'entend. C'est difficile avec notre catalogue d'être proche de réseaux comme ça, mais... À moins que vous fassiez des collecteurs, là. Oui, mais c'est pas trop dans notre ADN. Figurines. Déjà, là, c'est encore plus sur les séries puis la BD populaire, là. Classique, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Fait que nous, notre façon d'essayer de continuer de bien être présent en France, c'est d'investir et de valoriser le réseau de libraires français. Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de festival. Merci. En merci espérant que notamment le marché des droits, que ça se concrétise de manière positive pour vous autres et pour les auteurs que vous représentez, les autrices. Oui, bien ça se passe bien. Tu sais, la nouveauté de Philippe Girard, déjà une belle vie à l'international. On a vendu trois traductions depuis sa sortie. Puis le livre vient de sortir en France. On a une belle couverture médiatique. Et puis Philippe va revenir en France dans une tournée libraire plus tard en 2025. Donc on y travaille. Ben, Frédéric Gauthier, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon festival! Indicatif sonore, Xavier Pinchot.
Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.